Bonjour, bienvenue dans Extra Local, une émission spéciale de nouveau cette semaine à la Porte de Versailles à l'occasion du 59e Salon de l'Agriculture qui se tient jusqu'au 5 mars. Deux invités cette semaine, deux femmes nouvellement élues, Marine Tondelier, la nouvelle secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, et Véronique Le Floch, la nouvelle patronne de coordination rurale. C'est le deuxième syndicat agricole français. Elle est notre première invitée. Extra Local, c'est tout de suite. Bonjour Véronique Le Floch, merci d'être avec nous. Donc je le disais, vous êtes la nouvelle présidente de coordination rurale, également éleveuse de vaches laitières dans le Finistère et également, j'ai vu ça, championne de France de cyclisme. Alors tout à fait. Vous êtes tout à fait accomplie. Je pense que c'est ce challenge dans le cyclisme et le challenge sportif qui m'a amené dans la compétition aussi au niveau agricole, avec quand même un objectif de gagner quelque chose pour la profession. Et là, c'est du collectif pour le coup. Malheureusement, nous n'avons pas de représentant de la Bretagne aujourd'hui pour vous interroger, mais nous avons plein de belles régions représentées par de très beaux quotidiens régionaux. Je vous les présente tout de suite. Julien Lécuyer, journaliste à La Voix du Nord, qui représente ici les Hauts-de-France. Bonjour Madame Le Floch. Bonjour Julien. Jefferson Desports, lui est grand reporter à Sud-Ouest et représente la Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Marie, bonjour Véronique Le Floch. Et à côté de vous, Fabrice Vesser-Redon est le secrétaire général de la rédaction parisienne du groupe EBRA, qui représente tous les journaux du Grand Est. Par exemple, Le Progrès, Le Dauphiné, l'Alsace, etc. Les présentations sont faites. Ici, on a des petites figures imposées dans Extra Local, et on commence en général par la question cash. La question cash sera posée cette semaine par Julien Lécuyer. C'est moi qui m'y colle. Bon, vous ne m'en voudrez pas, Madame Le Floch, mais la question cash, c'est une question volontairement provocatrice. Dans les médias, on continue de dire de la coordination rurale que c'est un syndicat de droite, voire même poujadiste. Est-ce que ça vous agace? Et comment vous définiriez le positionnement politique de coordination rurale? Alors la coordination rurale est un syndicat apartisan. On a voulu essayer de se démarquer, se détacher de cette image qui déplaît à certains agriculteurs qui ne se sentent pas du tout de cette tendance. Pour autant, on laisse la liberté à chacun de nos agriculteurs, à chacun de nos membres, d'avoir le choix de leurs idées politiques. Et pour moi, qui représente le syndicat au niveau national, l'idée est bien de parler avec tous les politiques et tous ceux qui veulent bien venir avec nous et surtout ceux qui veulent participer à la construction et à l'évolution et à la conduite d'une agriculture qui sera toujours responsable et tournée vers de la création de valeur pour la France. Donc pas de droite, vous récusez totalement ces qualificatifs? Tout à fait. Nous, en fait, chacun est libre. Chacun peut être engagé politiquement, qu'il soit de droite, de gauche ou au centre. C'est une question qui n'engage que chacune des personnes. Et nous, notre combat, c'est celui de la défense du revenu des agriculteurs. L'agriculture dont nous allons parler pendant cette petite heure et de ce salon de l'agriculture où nous sommes. L'agriculture qui était d'ailleurs à la une de tous vos journaux pendant toute la semaine. Je vous propose de regarder les trois unes des trois journaux respectifs. Regardez, Madame Le Floch. Alors, Sud-Ouest a titré sur les agriculteurs et le CO2. Je ne sais pas si on va voir le triptyque, voilà. Le Dauphiné, Macron en campagne parce que le président était ici il y a quelques jours, et La Voix du Nord sur le péril de la sécheresse, péril sécheresse. Est-ce qu'il y a une de ces trois unes de journaux qui vous marque le plus, dont vous avez envie de parler? Disons que quand on parle de la sécheresse, c'est quelque chose qui tient, que les agriculteurs de la coordination rurale ont à cœur, puisque ça fait partie des moyens de production, des techniques qui sont indispensables à l'agriculture. Sans eau, vous n'aurez pas de production agricole. Maintenant, il ne s'agit pas d'en abuser, il s'agit de la partager comme tout le monde voudrait le dire, mais nous, on a nos obligations en termes de résultats et on sait très bien que c'est la culture par son évapotranspiration qui va régénérer les pluies. Donc on a besoin d'avoir des sols qui sont en permanence couverts pour que ces plantes transpirent et alimentent le cycle de l'eau pour que justement ça fasse un cycle qui est perpétuel. Mais à ce titre, est-ce que les premières décisions prises par le gouvernement d'interpeller les préfets pour prendre des décisions de prévention en vue d'un futur été qui s'annonce très sec, est-ce que ça vous satisfait ou vous dites que ce n'est pas encore suffisant?
Alors, ce qui n'est pas suffisant, c'est que les préfets ont oublié de réparer les dommages qui concernent déjà l'eau des collectivités. Quand vous savez que vous avez de 20% de pertes à plus de pertes dans certains réseaux, il faut intervenir là où il y a le mal. Oui. Simplement sur cette question de l'irrigation, Véronique Le Floch, il y a déjà des agriculteurs qui ont manifesté, qui s'inquiètent pour leur droit à irriguer. Est-ce que vous les soutenez? Est-ce qu'il faut de nouvelles retenues collinaires? C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron lorsqu'il est venu ici avec un plan sobriété sur l'eau. Alors bien sûr qu'on les soutient. L'alimentation, c'est la vie. Si on n'a pas cette alimentation qui est produite en France, ce sont des produits qui seront importés et par là même de l'eau qui sera aussi importée. On voit aujourd'hui toutes les études scientifiques qui regardent ce qui se faisait par le passé. Et quand on regarde dans la zone Adour avant, c'était plus de 2000 hectares irrigués en micro-irrigation. Les surfaces irriguées ont diminué et finalement elles se remettent en place. Le Lot-et-Garonne fait aussi... Justement, on va en parler parce qu'il y a une retenue qui est très connue, c'est le lac de Caussade. La coordination rurale a été pilote et pionnière sur le sujet. C'est une construction illégale, il y a eu des condamnations en justice. Ça a été un long dossier. Est-ce que vous soutenez cette construction toujours aujourd'hui? Alors je me suis déplacée pour soutenir mes collègues lorsqu'ils passaient au tribunal le 28 octobre 2021 de mémoire. Bien sûr que je le soutiens. Je suis une ancienne banquière et je me vois mal, après avoir autorisé un financement à un citoyen pour construire sa maison, revenir sur la décision en lui disant, alors qu'il a commencé les fondations de sa maison, écoute, je ne te finance plus. Ça a été une démarche, des autorisations qui leur ont été accordées et finalement... suite à des procès, suite à des démarches d'organisations environnementales et que l'on peut comprendre, sauf que ces organisations environnementales ne sont pas dans le concret. Ils devraient prendre notre place et être agriculteurs pour savoir et comprendre l'intérêt de l'eau pour l'agriculture. Vous savez justement que le débat, c'est on vous reproche un modèle de culture intensive, d'agriculture intensive, consommatrice d'eau. C'est ça le débat, Véronique Le Floch. Est-ce qu'il faut changer de modèle ou construire d'autres bassines, faire de nouvelles retenues? Alors, il faut faire ce qui a déjà été supprimé par le passé. Il faut s'inspirer de nos anciens. Il faut surtout faire en sorte que l'eau ne s'écoule pas vers l'océan. C'est le minimum. Il faut que l'eau soit retenue, comme les castors savent le faire, pour justement réalimenter les circuits, pour que justement cela serve d'irrigation, pour que nos cultures survivent. Et surtout, nous, les agriculteurs, ce que nous faisons aussi, c'est de faire en sorte que nos terres soient en permanence couvertes. Et là, on va dans des nouvelles techniques qui consistent à implanter non plus une seule culture, mais plusieurs cultures pour qu'on les récolte au fur et à mesure et que le sol soit en permanence alimenté. Madame Le Floch, est-ce que vous comprenez quand même les critiques qui sont faites par les milieux écologistes qui disent que de la même façon qu'il y a eu des erreurs sur la suppression des haies qui ont fait que les sols ont été plus souvent lavés, là, le milieu agricole est en train de capter l'eau via les méga-bassines qui feront l'objet de nouvelles manifestations, voire même de nouvelles actions violentes en ce mois de mars. Alors déjà, par rapport aux haies, justement, c'est quelque chose qui doit être réintroduit et les agriculteurs y sont favorables. C'est un accompagnement que l'on peut avoir et on s'y prêtera, il n'y a pas de souci. Par rapport à la deuxième partie de la question... Méga-bassines. Les méga-bassines, est-ce qu'il faut en faire d'autres? Oui, c'est l'idée, puisque elles sont largement critiquées par les milieux écologistes, et pas que d'ailleurs, par certains scientifiques qui estiment qu'elles captent l'eau et qu'elles n'ont finalement peu d'importance, peu d'influence sur les conditions de sécheresse l'été prochain. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est quand même que l'utilisation de l'eau, c'est déjà les collectivités pour plus de 6 milliards de mètres cubes. L'agriculture vient ensuite avec 3 milliards et l'industrie. Maintenant, ne pas permettre le maintien des cultures en France, c'est se dire demain qu'on importera des fruits et légumes d'Almera et autres, là où justement le système et la captation de l'eau, oui, elle est critiquable. Parce que là, on est avec de la culture qui est produite sous serre et il n'y a plus ce cycle où la plante transpire pour évaporer et réalimenter les nuages et faire en sorte qu'il y ait des pluies. Justement, Véronique Le Floch, vous parliez de ces fruits et légumes qui viennent de l'étranger. C'est la moitié, en fait, de nos fruits et légumes consommés en France, si je ne dis pas de bêtises. Un plan fruits et légumes a été présenté hier par le gouvernement. Plan de relance 2030. Un plan de relance, avec notamment un plan pour relancer les serres, chaudes et froides. Vous évoquiez les problèmes que ça pose. Est-ce que ce plan va dans le bon sens ?
Alors, à mon avis, c'est aux producteurs de fruits et légumes d'y répondre. Mais en tout cas, ce que l'on annonce là, c'est une autosuffisance en fruits et légumes qui pourrait descendre jusqu'à 35%. Et donc, il faut agir, il faut trouver le modèle qui conviendra à tous. Et bien sûr qu'on n'arrivera pas avec des systèmes où on aura des hectares et des hectares de serres couverts, mais un juste milieu pour relocaliser cette production. On connaît le manque de production, c'est 1000-1500 hectares de tomates, c'est des milliers d'hectares de fraises. Et ça... Et aujourd'hui, quand vous allez dans un magasin, que vous êtes consommateur, si vous voulez acheter une salade à 1 euro, vous achetez une salade espagnole. C'est ça le problème. Quand je vois, moi, des carottes, et sur 6 choix de carottes, une seule est française. Donc, on doit justement faire en sorte de maintenir cette souveraineté alimentaire, et ça passe par discuter ensemble pour que les moyens de production soient là, pour que justement, d'un point de vue technique, on y arrive. Alors, je vous propose de reparler de cette souveraineté alimentaire et autres. Petite pause, pas musicale, mais en images, avec le reste de la semaine agricole, signée Roselyne Pagès et notre territoire. Ultime bichonnage pour Nana Fla avant de gagner la capitale. Du haut de ses 7 ans, elle est l'unique représentante du Centre Val-de-Loire au Salon de l'Agriculture. Une laitière Primolstein au poil bien lustré qui a fait ses répétitions en famille. Hâte surtout de faire vivre à Alan un concours au niveau national et puis de lui faire revivre ce que j'ai vécu quand j'étais enfant grâce à mes parents. Sur ce stand, pas question de se mettre la rate au courbouillon. La rate du Touquet tient salon avec son petit goût de châtaigne. Qu'est-ce qui fait la différence, rate du Touquet ? Le goût, le terroir. Ouais. Et les agriculteurs passionnés. Ça fait 33 ans. Un défilé de tracteurs au cœur de Bordeaux. Venus de toute la région, les agriculteurs s'estiment lâchés par les pouvoirs publics. Dans le cortège, des pancartes, parfois à l'orthographe imprécise, et des griefs qui le sont beaucoup moins. On est plus aidé au niveau des dotations aux jeunes agriculteurs. On est aussi là parce qu'on en a marre d'être dénigrés systématiquement. L'État passe des marchés avec les pays étrangers en ne respectant pas forcément toutes les mesures sanitaires qu'on nous impose en France. Après, au niveau écolo, on a l'impression que les paysans ne sont pas écolos, mais ils y sont. Et ils veulent aussi que leurs enfants vivent dans un monde propre. Beaucoup moins propre ici à Abbeville, où des monceaux de pneus et de fumier ont été déversés devant cet hypermarché. Une action commando, à l'heure où les agriculteurs négocient avec la grande distribution pour une plus juste rémunération. Elle est la bête noire de nos étals, l'inflation. Y aura-t-il un Mars rouge, comme le prévoient certains ? À Bordeaux, au marché des Capucins, les allées se sont déjà vidées. Je viens beaucoup moins souvent au Capucin, tout simplement. Je renonce pas mal à la viande, au poisson également. Bon, les légumes et les fruits, c'est indispensable, donc on fait un effort. Avant, il y avait beaucoup plus de monde au marché des Capucins, en tout cas. Après, ceux qui viennent achètent toujours autant. Je pense qu'ils privilégient la qualité et les petits plaisirs de la vie. Des plaisirs dont les prix se sont envolés en février, plus 6,2% par rapport à l'an passé. Voilà, Véronique Le Floch. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous a particulièrement marqué sur les... En fait, je pourrais réagir à tous les sujets. À tous les sujets, notamment le dernier sur l'inflation. l'inflation. Sur l'inflation, exactement. Oui, l'inflation qui va être le grand sujet des prochains mois. Alors, on nous annonce un mars rouge avec une augmentation des prix de plus de 15%. Comment vous percevez les négociations à l'heure actuelle entre les distributeurs et les producteurs ? Est-ce que vous craignez que les producteurs, tels que vous, les agriculteurs, soient les dindons de la farce à l'issue de ces négociations ? En fait, les dindons de la farce, c'est comme toujours, ce sont les consommateurs et ce sont les agriculteurs. Nous, les agriculteurs, nous négocions uniquement avec les industriels, qu'ils soient privés ou coopératives. Maintenant, ce jeu est un jeu de dupes. On sait très bien que les distributeurs se retournent vers l'industrie en leur reprochant de demander des hausses excessives. Sauf que nous, de notre côté, on sait très bien que du fait de ne pas avoir payé les prix qui étaient des prix rémunérateurs, ces industriels, je le répète,
privés comme coopératifs, ont pu engranger des marges, des résultats qu'ils ont mis soit en réserve, soit qu'ils ont investi dans la délocalisation de la production. Et ça a été quelque chose qui malheureusement n'a pas été freiné par nos politiques. Et aujourd'hui, on parle de désindustrialisation de l'agroalimentaire, mais cette désindustrialisation, c'est une industrialisation qui a été délocalisée au détriment des agriculteurs. Les choses n'ont pas évolué ces dernières années avec les différentes lois, les différentes négociations entre les agriculteurs, les distributeurs, oui, notamment, oui. Alors, quand on parle d'inflation, on sait aussi que nous, on a l'inflation de nos coûts de production qui dépasse, là, ces dernières années, les 35%. Donc, on sait que l'énergie, elle augmente, on sait que tout augmente, la nutrition animale. Et dans certains secteurs, c'est justement parce qu'on est dépendant de secteurs réglementés comme l'énergie, comme l'alimentation animale, dont une partie est aussi une alimentation importée, parce qu'on a perdu cette souveraineté et cette autonomie de production sur le territoire. Et justement, donc, on est devenu dépendant. Sur ce point-là, est-ce que vous pensez que les agriculteurs français, la ferme France est en mesure de relever le défi de la souveraineté alimentaire? On a la souveraineté énergétique et celle-ci est posée aussi. Alors nous, à la coordination rurale, on se bat. C'est vraiment notre combat principal, même si ce n'est pas ce qui ressort comme l'intérêt numéro 1 ou l'objectif numéro 1 pour les agriculteurs. C'est celui du revenu qui fera qu'ils participeront à la contribution de cette souveraineté alimentaire. Mais cette souveraineté alimentaire passe par un bilan que l'on a nous-mêmes réalisé au sein de la coordination, à savoir le nombre d'hectares qu'il manque, le nombre de mètres carrés qu'il manque en poulailler. Donc on en est loin, pour le dire simplement. Est-ce qu'on en est loin? Alors, en volaille, par exemple, quand vous savez qu'en Bretagne, on a plus de 3 millions de mètres carrés de poulaillers qui ont été abandonnés, qui sont fermés au centre Bretagne, et c'est exactement, ou à quelque chose près, le nombre de mètres carrés qui nous manquerait pour avoir cette production de volaille. Et les calculs que j'avais faits, et qui sont intéressants, pour montrer qu'on n'a pas un déficit si important que ça, même si on sait qu'une volaille sur 2 consommée est d'importation, c'est que chaque jour, en France, on exporte l'équivalent de 37 camions de volaille et on en importe 50. Donc, faisons la volaille dans nos poulaillers, celle que les consommateurs veulent, et importons moins. Donc, faisons en sorte de produire la volaille, le différentiel qui nous manque. Quelles sont les possibilités, excuse-moi Fabrice, concernant justement cette capacité à revitaliser le tissu agricole? Il y a forcément des solutions au niveau de l'attractivité, mais vous prenez, je pense, à la coordination rurale aussi une taxation supplémentaire des produits importés. Alors nous, justement, on voudrait rendre plus attractif le métier d'agriculteur et celui de salarié agricole en augmentant les tarifs, les rémunérations de ces personnes. Donc la rémunération des agriculteurs et des salariés agricoles, parce que justement, avec un financement de notre volet social par ces produits importés, pour faire en sorte qu'ils deviennent moins compétitifs et qu'ils ne concurrencent pas les nôtres, alors même qu'ils ne répondent pas à nos normes. Ce qui se traduit quand même pour le consommateur par une hausse des prix. Non, parce qu'en fait, si on avait cette exonération, on se retrouverait avec un prix de nos produits fermes qui n'augmenterait pas. Donc c'est juste aujourd'hui, nos charges sociales, celles que l'on paye pour nos salariés, sont inférieures à celles que l'on paye pour nous-mêmes, mais les avantages qui en ressortent, les retraites et autres, sont inversement proportionnels. Donc aujourd'hui, l'agriculteur n'a plus d'avantage comparatif à s'installer par rapport à être salarié, et il n'a plus d'avantage non plus comparatif ou marginal à quitter le métier d'agriculteur pour justement aller en retraite. Les retraites, on va en reparler. Je vous propose aussi de poser cette question: comment l'agriculture se réinvente à l'aune du changement climatique? Il y a certes maintenant de nouvelles technologies, c'est le cas notamment en Gironde. On utilise de nouvelles machines pour lutter contre le gel des vignes. Regarde ce sujet et puis on reparle nouvelles technologies et changement climatique. Son nom, le Aircan. Composé de 4 ventilateurs et d'un brûleur, ce canon aux allures de fusée intrigue. Il est l'une des dernières innovations mises en place pour lutter contre le gel. On travaille avec des partenaires scientifiques comme Weather Mesure qui nous indiquent un peu les tendances et les recherches scientifiques en France et en Nouvelle-Zélande. Un outil à 130 000 € qui semble séduire. Depuis 2017, le secteur viticole a été frappé par le gel à 4 reprises, ayant pour conséquence une perte de revenus et des engagements impossibles à honorer. La lutte active est alors une priorité. Elle est composée avec un moteur de 70 chevaux Kubota. Et on a une couverture selon la topographie et l'inversion de température disponible d'environ entre 5 et 6 hectares. C'est une machine qui est à 57 000 € hors taxe.
Chaufferette, tour à vent ou encore aspersion d'eau, autant de matériel à installer à l'annonce d'un gel. Et même certaines pratiques peuvent être réalisées en amont. Des moyens de lutte passive et active présentés à une centaine de viticulteurs girondins, même si tous ne sont pas en capacité de les appliquer. J'ai peu de gros îlots. Les grosses éoliennes peuvent protéger jusqu'à 5 hectares. Moi, j'ai pas d'îlot de 5 hectares. Maximum, c'est 2 hectares. Donc. Prochain objectif pour les fabricants, s'adapter aux besoins de tous les viticulteurs, peu importe leur parcelle. Et dans un second temps, répondre davantage aux enjeux écologiques. Oui, impressionnant ces engins qu'on trouve en Gironde. Hein. Lutter contre le gel, c'est un des problèmes des viticulteurs, bien entendu. Alors, on parle beaucoup de réchauffement climatique, mais l'accident climatique en lui-même n'épargne pas les vignerons, vous le savez. Véronique Le Floch, est-ce que l'innovation, c'est une forme de réponse aussi, sachant que, on le redisait en début d'émission, vous avez aussi, vos détracteurs vous accusent d'épuiser la planète, Véronique Le Floch. Alors justement, l'innovation en agriculture est indispensable. Le problème, c'est que cette innovation doit être accessible à tous les producteurs. Et il faut qu'elle soit aussi, qu'elle puisse se financer par nos produits. Et à partir du moment où on n'aura pas démontré qu'elle est accessible à tous et qu'ils ont bien dit des partenaires scientifiques qui y contribuent, donc on sait que les premiers qui rentreront ou qui feront ces expériences pourront y avoir accès. À partir du moment où ça sera généralisé, est-ce que ça sera accessible à tous et financièrement, et quel coût ou quel impact au niveau des... Sur quelque chose de très concret qui nous concerne, parce qu'on a parlé de la sécheresse en début d'émission, mais sur quoi vous réfléchissez la coordination rurale pour avoir des cultures moins consommatrices d'eau et d'autres produits? On parlera des phytosanitaires notamment. Alors là, je vais compléter la question de mon confrère. Est-ce que toutes ces productions qui sont hautement consommatrices, les maïs, sujet que vous connaissez bien, le blé, la viande, le bœuf en particulier, est-ce qu'on peut continuer à les produire au même rythme et de la même manière aujourd'hui en France? Alors c'est un tout. En fait, si je commence par la viande où en fait on a des chiffres qui sont faramineux. On nous parle de 15 000 litres d'eau pour faire 1 kilo de viande. Les personnes qui annoncent ces chiffres devraient dire que c'est un chiffre qui inclut la pluie et tout le reste, et que de toute manière la pluie, elle tomberait quand même. Ces chiffres-là nous amènent à des consommations qui équivaudraient à une utilisation de 5 000 litres d'eau par bovin et par jour durant toute sa vie, ce qui est impossible. On sait très bien que 5 000 litres d'eau, c'est la capacité d'une tonne à eau que l'on envoie au champ pour un troupeau de 100 vaches. Donc là-dessus, oui, déjà... Oui, les chiffres, vous les contestez, mais sur le principe même des cultures consommatrices d'eau, quelles seraient vos solutions pour justement amoindrir ces consommations? Alors nos solutions passent justement par la mise en place de plusieurs cultures avec des couverts, des sous-semis, pour que justement quand on a une culture qui va être récoltée, la suivante soit déjà bien démarrée pour que les sols restent en permanence couverts et que justement ces racines maintiennent l'humidité dans le sol. Et comme on sait que c'est l'évapotranspiration, donc la transpiration de nos plantes qui à 60% alimente le cycle de l'eau, on sait que le cycle, la boucle elle est bouclée et qu'on n'a pas besoin d'avoir un moment une céréale qui va être récoltée avec un sol uniquement avec des chaumes. Et c'est là qu'on sait que les risques d'incendie, pour que ça se propage, ça va aller tout seul. Si on a un maïs qui a pris la continuité, même si c'est un maïs pour finir dans un méthaniseur, on sait que ce maïs, demain, s'il y a un incendie, vu qu'il est vert, vu qu'il est chargé d'eau, il arrêtera l'incendie. Donc on doit faire en sorte d'avoir des cultures vivantes et non pas un abandon et de l'élevage et de l'agriculture pour que justement... on n'est pas que des friches, parce que si on supprime un agriculteur, on sera obligé de mettre à la place de l'agriculteur 10 pompiers. Et justement, Véronique Le Floch, est-ce que vous êtes armée, vous pensez être armée pour affronter ce réchauffement climatique aujourd'hui? Non, on n'est pas armé, on y travaille, on n'a pas assez de soutien et c'est pour ça que je participe à ce type d'émission, parce qu'il faut que vous, journalistes dans les différentes régions, fassiez passer les messages que c'est un engagement qui implique tout le monde et qui est dans l'intérêt de tout le monde. Et par rapport aux produits phytosanitaires, puisqu'il va falloir là aussi se réinventer. Alors, Elisabeth Borne, vous l'avez vu comme moi au Salon de l'Agriculture, a proposé un plan de développement d'alternatives pour les produits phytosanitaires les plus importants. Alors nous, dans notre région, on a vu les inquiétudes pour la culture des betteraves. Dans les il y a Hauts-de-France. d'autres cultures qui seront évidemment concernées par ce plan et par ce remplacement des produits phytosanitaires.
Est-ce que là aussi, l'agriculture est prête à absorber ce choc ? Alors l'agriculture, elle aurait aimé qu'on soit déjà en phase d'application et que tout soit déjà opérationnel. Malheureusement, les centres de recherche le disent eux-mêmes, ils n'ont pas eu les financements qui ont été orientés pour faire de la recherche sur ces sujets. Donc nous, aujourd'hui, on subit. Et on fait nos efforts nous-mêmes. Et dans certains cas, ça se traduit par la suppression ou l'arrêt de certaines cultures. Il y a eu des dérogations, on a l'impression parfois, mais vous corrigerez que quelquefois, on va dire que certains agriculteurs ou certains cultivateurs jouent la montre en se disant on va prolonger la dérogation, ils ne le feront pas tout de suite. Est-ce qu'il n'y a pas de ça aussi ? Non, en général, pour certaines cultures comme la betterave, où on est engagé pour plusieurs années, on sait très bien que c'est l'industriel qui nous tient et qui nous pousse à produire. Nous, à la coordination rurale, pour anticiper ces phénomènes-là, ce qu'on aimerait, ce sont des contrats annuels et dans lesquels, avant de mettre la culture en place, on connaisse le prix de vente final de notre produit. Et si au lieu d'avoir 45 € la tonne de betterave, on en a 100 et qui n'aurait un impact que de 2 centimes par litre de coca, eh bien on les mettra quand même avec ou sans néonicotinoïdes. Mais simplement pour savoir très concrètement sur les betteraves, encore une fois, qui est un dossier Hauts-de-France, et plus largement, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai risque d'effondrement de la filière du fait de l'interdiction des néonicotinoïdes ? Alors les premiers impactés, ce ne sont pas les agriculteurs. Les agriculteurs se retourneront vers d'autres productions. Ce qui tombera, c'est vraiment le secteur industriel. Le problème, c'est que le secteur industriel, quand il est à 90% coopératif, il appartient aux agriculteurs et c'est encore les agriculteurs qui vont payer. Encore les agriculteurs qui vont payer. Tiens, parlons un peu des retraites. On avait abordé la question, sachant que le texte arrive au Sénat, la réforme des retraites. Tiens, Fabrice, une question sur les retraites agricoles. Bon, l'agriculture, depuis la guerre, fait l'objet d'un régime à part, ce qui fait que certains agriculteurs aujourd'hui se sentent un petit peu à la traîne dans cette réforme. Vous vous positionnez comment par rapport au débat actuel ? Alors je dirais tout d'abord, pour commencer, c'est que les agriculteurs, oui, sont à part. Ils n'ont peut-être pas cotisé, c'est ce qu'on nous reproche, mais on ne peut pas cotiser quand on n'a pas de revenus. Mais je pense qu'on a largement contribué par nos heures de travail. Quand un agriculteur, dans une carrière complète de 43 ans, a fait chez certains l'équivalent de 60 années de travail, il a largement contribué. Donc les retraites ne sont pas à la hauteur. J'avais sur notre stand à la coordination rurale tout à l'heure les collègues de la Belgique qui me montraient leur retraite, qui avaient un plafond ou un seuil de 1 200 € qui vient de passer à 1 500 €, je me dis qu'on a encore de la marge de progrès. Oui, 1 200 €, ça veut dire quelque chose. 1 200 en moyenne, je crois que la retraite agricole, c'est 860 € en moyenne. Donc on est très très loin des chiffres que... La revalorisation du minimum contributif, c'est pas quelque chose qui peut quand même toucher les agriculteurs ? On le voit bien qu'elle ne concerne que très peu de personnes. Et l'autre jour, quand nous étions reçus à l'Élysée avec Emmanuel Macron, je lui ai bien montré les simulations qui ressortent sur le site de la MSA et qui nous montrent des retraites loin d'être à la hauteur de ce qu'on nous a annoncé. Donc soit le simulateur est faux, soit les engagements ne sont que du vent. Donc vous serez dans la rue le 7 mars pour contester cette réforme ? Alors, on pourrait être, mais quelque part, la solidarité, on la doit d'abord à nous-mêmes. On est les derniers de la classe et on pense que ceux qui peuvent être dans la rue, s'ils peuvent nous faire bénéficier, nous, on a du travail dans nos exploitations. C'est le printemps, c'est le début de la préparation des terres. Tout le monde sait la hauteur, à quelle hauteur nous sommes rémunérés à la retraite. Et là-dessus... on laisse, pareil, comme au niveau politique, nos adhérents libres de se joindre au mouvement. On était le 31 janvier sur Paris, certains y étaient. Ouais. Bien sûr qu'on est favorable à une revalorisation. Une revalorisation des retraites et aussi vos rémunérations hors retraite. Vous n'appelez pas une France à l'arrêt ? Pardon ? Vous n'appelez pas une France à l'arrêt le 7 ? Une France à l'arrêt. Une France à l'arrêt. La France pourrait être à l'arrêt, mais nous, malheureusement, dans nos exploitations, si on se met à l'arrêt, c'est le bien-être de nos animaux qui sera mis en danger. Et là, on y tient trop. Bien sûr. Merci beaucoup, Véronique Le Floch, de votre présence. Merci à vous. Présidente de la coordination rurale. On va trouver à votre place une autre femme qui va vous remplacer. Également nouvellement élue en décembre dernier, la nouvelle secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Il s'agit de Marine Tondelier. On la retrouve juste après ceci.